Eh ben, bonsoir, bienvenue à cette table ronde sur les mercredis utiles qui aura lieu jusqu'à la fin du mois de juin. Aujourd'hui, cette conférence s'intitule Comment trouver sa voie à 18 ans en 2021. Donc, j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Je vais commencer par me présenter si vous voulez bien, et puis ensuite, les intervenantes qui sont ici présentes pourront également se présenter. Donc, moi, je suis Romain Demerier, je suis le président de l'école Parenthèse Utile, qui est une école d'orientation et de réorientation pour les étudiants en quête de sens et de projet. Et donc, je suis ravi de passer cette heure et demie avec vous en distanciel et puis avec vous en présentiel, des intervenantes qui vont tenter de répondre à vos questions en matière d'orientation. Donc, pour introduire mon propos, j'avais envie de commencer par, alors sans rentrer trop dans la théorie, par une définition qui nous est donnée par le Conseil de l'Union européenne sur qu'est-ce que l'orientation. Donc, je vous la lis. L'orientation est un... Oula. L'orientation est un processus continu et une série d'activités qui permettent à des citoyens de tout âge et à tout moment de leur vie de déterminer leurs capacités, de déterminer leurs compétences, de déterminer leurs intérêts pour à un moment donné faire des choix, prendre des décisions en matière d'éducation, en matière de formation, en matière d'emploi, afin de gérer leur parcours de vie. Pourquoi je vous parle de cette définition? C'est parce qu'à mon sens, dans cette définition, il y a des mots sur lesquels on va pouvoir s'appuyer justement pour vous donner quelques conseils sur l'orientation. Moi, le premier mot qui m'interpelle dans cette définition, c'est le mot processus. Puisque qui dit processus dit temps. Alors le temps qui est un luxe pour des jeunes qui sont en terminale et qui doivent préparer le bac blanc, le bac, Parcoursup, etc. Mais à mon sens, dans les questions d'orientation, la question du temps est primordiale, c'est-à-dire le temps de la connaissance de soi, le temps de la connaissance du champ des possibles, des formations et des métiers, et puis bien entendu, à un moment donné, le temps du choix et le temps de la décision. Le deuxième groupe de mots qui, moi, m'interpelle, c'est série d'activités, puisque l'orientation ne saurait se résoudre à de la passivité. Au contraire, dans l'orientation, il est important en fait d'avoir des activités de recherche, des activités de découverte, des activités de rencontre, pour, à mon sens, casser ces représentations que peuvent avoir beaucoup de jeunes et des moins jeunes d'ailleurs sur des formations et des métiers, pour aller vers de l'information. Donc ça, on y reviendra également. Et le troisième groupe de mots qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est à tout moment de leur vie. Puisque, bon, on le sait, j'y reviendrai, beaucoup de jeunes angoissent par rapport au choix d'orientation, par rapport au fait de faire un choix qui va être décisif pour le reste de leur carrière. Alors qu'on le sait aujourd'hui plus qu'hier, en fait, la société évolue. Les jeunes aujourd'hui vivent des transitions, les moins jeunes également, des transitions, que ce soit des changements d'école, que ce soit des changements de métier, que ce soit une réorientation, que ce soit du chômage ou un changement de secteur à un moment donné. Et au-delà de ces transitions-là, les jeunes connaissent, à mon sens, trois transitions. La transition entre l'adolescence et la vie adulte, qui parfois pas simple pour certains jeunes. La transition entre lycée et études supérieures, qui là aussi peut être assez complexe pour un grand nombre de jeunes. Et puis, on a aussi intitulé cette conférence pour ça, par rapport au fait qu'on soit en 2021. Toutes les transitions qu'on connaît aujourd'hui, donc bon, contexte sanitaire exclu, mais voilà, les transitions numériques, les transitions écologiques, les transitions au niveau des métiers. Et face à ces trois transitions, en fait, c'est comment tous ces jeunes peuvent s'y retrouver pour faire un choix d'orientation qui va leur correspondre. D'autant plus que dans la dernière étude du CNESCO, donc le Conseil national de l'évaluation du système scolaire, on apprend que 2 tiers, alors c'est pas une surprise, mais 2 tiers des jeunes sont stressés par le choix d'orientation. On a 8 jeunes sur 10 qui sont inquiets par rapport à leur avenir. Inquiets par rapport au contexte, on le sait, mais inquiets aussi par rapport à la valeur des diplômes, inquiets par rapport à l'insertion sur le marché de l'emploi, inquiets aussi par rapport au choix d'orientation de ne pas faire le bon, de se tromper, ou inquiets aussi de ne pas plaire à son entourage. Voilà, c'est plein d'inquiétudes que vivent aujourd'hui 8 jeunes sur 10. Donc, face à ces transitions, à mon sens, c'est important, et on y reviendra aussi, que les jeunes puissent être accompagnés pour acquérir ce qu'on appelle des compétences à s'orienter. Donc, on y reviendra tout au long de cette conférence. J'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser les intervenantes ici présentes se présenter.
Alors bonjour, moi je suis Isabelle Moracchini. Je suis très heureuse d'être là ce soir pour échanger sur ce sujet avec vous et puis avec tout le monde. Donc moi j'ai eu à la base une formation de sociologue du travail avec une spécialisation RH, donc un attachement particulier aux situations de travail. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que responsable du recrutement et de la formation dans la grande distribution, donc bien ancrée dans l'entreprise et au contact des salariés, des managers. Et puis, petit à petit, j'ai évolué vers l'accompagnement des transitions professionnelles et la mobilité, domaine que je conserve encore aujourd'hui. Alors, au travers de l'accompagnement de salariés et puis au travers aussi de formation à la construction de projets professionnels. Et puis, assez naturellement, sur ces 10 dernières années, j'ai évolué vers l'accompagnement des étudiants. Alors, tout d'abord en intervenant à l'IUT Lyon 2, au sein du département GEA, sur l'accompagnement des étudiants. Alors, sur la partie enseignement, mais aussi sur la partie accompagnement sur leurs projets personnels et professionnels, et en étant également tutrice, ce qui apporte aussi autre chose. Et puis, plus récemment, sur l'accompagnement des étudiants en réorientation, alors au sein des universités Lyon 2 et Lyon 3, et puis depuis cette année au sein de l'école Parenthèse Utile sur le projet d'orientation. À côté de ça, à côté du domaine professionnel, je suis très attachée au fait d'avoir un équilibre vie personnelle et vie professionnelle, donc à développer des activités extra-professionnelles, une vie familiale, voilà, et j'essaye aussi de transmettre ça aux étudiants que j'accompagne. Merci. Bonsoir, moi aussi, je suis très très heureuse d'être là. Alors, moi, je suis formatrice auprès des enseignants, des professionnels de l'orientation et de l'insertion professionnelle sur le développement vocationnel et personnel. Je suis enseignante en enseignement humanité à Eden School, une école qui est basée sur Paris et puis sur Villeurbanne aussi. J'interviens aussi à l'Université de Paris en 2e et 3e année sur des modules d'orientation active auprès des jeunes étudiants qui sont là par hasard ou pas, mais en tout cas qui rentrent dans un cursus de questionnement et de positionnement sur leur orientation. Je fais plein d'autres choses à côté au niveau de l'insertion aussi, parce que j'accompagne individuellement des jeunes et puis des moins jeunes dans leur orientation tout au long de la vie. Et j'ai une activité bénévole auprès d'OPE, Objectifs pour Emploi, où j'anime des ateliers de valorisation CV et autres pour des jeunes diplômés à Bac+5 ou de jeunes doctorants qui sont bénéficiaires du RSA. Mais avant tout ça, pour juste reprendre un tout petit peu ce qu'Isabelle disait, moi, j'en suis à mon 5e métier. J'ai une formation de droit, de beaux-arts, un peu de psycho, de ressources humaines ou autre, et je suis tombée, on va dire, dans le questionnement de l'orientation. Quand, pour des raisons personnelles, je me suis posé la question du choix, la capacité à être maître de nos choix quand on s'oriente et quand on doit s'orienter tout au long de la vie. Voilà. Donc, je suis très heureuse de pouvoir en parler avec vous ce soir. Je t'ai passé la parole. Merci. Bonsoir à tous. Merci Romain de l'invitation. Très heureuse d'être là aussi. Je me présente, Lucille Vliman. Moi, j'ai 36 ans et j'ai l'impression d'avoir eu 2 naissances. Une première naissance il y a 36 ans et une renaissance, on va dire, il y a 4 ans dans ma transition professionnelle. J'ai un premier parcours, en fait, même si vous verrez que c'est pas si un gros changement que ça, n'empêche que ça a été pour moi un vrai chemin. Donc, j'ai un premier parcours dans les ressources humaines. J'ai donc un master RH. Ensuite, j'ai intégré une société industrielle dans laquelle j'ai évolué pendant 10 années. J'ai commencé en tant qu'assistante RH et j'ai vite évolué dans le milieu de la formation parce que je souhaitais travailler pour le positif. En fait, j'avais vraiment à cœur d'accompagner le salarié sur tout ce qui était développement positif.
surtout qu'on était dans un contexte aussi de crise économique. Donc, c'était un vrai choix pour moi d'aller vers la formation. N'empêche que 10 années dans un contexte voilà, très complexe, très négatif quand même, j'ai vu en fait des limites voilà, enfin, pour moi, hein, ça ne répondait plus à mes besoins, au sens que j'avais envie de donner à ma carrière. Donc, j'ai décidé de revivre justement, de quitter l'entreprise pour trouver ma deuxième vie professionnelle. J'ai pendant 1 an œuvré, pris le temps, fait une sorte de parenthèse utile où je suis allée à la découverte du milieu de l'économie sociale et solidaire. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs. J'ai osé prendre le temps. J'ai osé rencontrer, j'ai osé dérailler, voilà. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne. En fait, ma voie était quand même j'étais quand même sur le bon chemin. Et j'ai décidé d'accompagner jeunes et adultes, en fait, dans l'orientation et aussi dans la reconversion professionnelle. Voilà, pour que chacun trouve sa vraie place dans la société, se sente bien dans sa vie. Tu parlais d'équilibre. Et en effet, c'est pour moi aussi essentiel de remplir cette part dans sa vie. Voilà. Donc, j'accompagne aujourd'hui sur 3 dimensions, les apprentissages, l'orientation et la reconversion. Ah oui, Et donc, qui nous manque évidemment Océane. Donc, bon, merci en tout cas de vous être présenté. Et on le voit, effectivement, les parcours sont faits quelquefois de rebond. Et toi, Océane, tu en as l'illustration parfaite, puisque pour trouver ta voie, alors je ne vais pas teaser les gens qui nous regardent, mais tu vas pouvoir nous expliquer les étapes par lesquelles tu es passé justement pour te sentir à l'aise aujourd'hui dans ton projet d'orientation, enfin en tout cas dans tes études plus simplement. Alors, bonsoir à tous. Du coup, moi, mon parcours depuis le lycée, c'est ça. À partir de la première, j'ai fait un bac littéraire qui n'existe déjà plus. Et en terminale, j'ai eu des petits soucis à mon lycée, donc j'ai décidé de faire le CNED. Donc j'étais à distance pour faire ma terminale. J'ai quand même eu mon bac avec une mention, donc je m'en suis pas trop mal tirée. Et du coup, après, je suis arrivée à la fac parce que je savais que je voulais faire des études. Donc, je me suis dit, je suis en L, je vais aller en langue. C'était pas pour moi. Au bout de 2 semaines, j'ai perdu l'intérêt que j'avais pour les cours, alors que j'adore ça depuis toujours. Et du coup, j'ai entendu parler d'un dispositif qui me permettrait de travailler une réorientation dans la fac où j'étais, à Lyon 2. Et où je suis toujours d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est soit ça, soit j'arrête. Donc je me suis dit pourquoi pas me donner une chance. Et du coup, j'ai travaillé sur ma réorientation pendant le 2e semestre. Donc ça m'a permis de faire le choix de faire une première année en humanité pour faire de l'archéologie. Et ça m'a pas plu non plus. Enfin, j'aimais bien, mais je me suis dit, bon, en fait, même si j'adore toujours autant ça, c'est pas mon métier, quoi. C'est pas pour moi. Donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire une transition en validant ma première année en archéologie. Et du coup, maintenant, je suis en 2e année de lettres modernes. Et très honnêtement, j'ai fini mes partiels vendredi et je crois que j'ai mon année. Donc, je vais continuer et faire ma 3e année parce que j'adore ce que je fais actuellement, même si je ne sais pas trop où est-ce que je vais aller après. J'adore ce que je fais, je suis bonne dans ce que je fais, donc je vais rester là. Et puis voilà, donc j'ai pas mal fait de trucs. Et selon toi, c'est quoi pour répondre à la question de cette manière, selon toi, c'est quoi les étapes qui ont fait aujourd'hui que tu as un projet et une orientation en tout cas qui te correspondent? C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passé? C'est-à-dire, quand on parle d'activité, quelles sont les rencontres, quelles sont les démarches que tu as faites justement pour aujourd'hui te sentir à l'aise dans ton orientation? Je me suis énormément remise en question, tout le temps. Parce que quand j'ai fait le dispositif de réorientation, je me suis dit, bon, voilà, je sais, je vais aller en archéologie, et puis voilà, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Et en fait, non. Et me connaissant, j'aurais pu rester là-dedans quand même,
Mais en fait, non, parce qu'avec ce dispositif de rebond, j'ai appris à me faire confiance et à me dire que c'est pas grave et que je peux me tromper et recommencer. De toute façon, aucune expérience n'est jamais perdue. Donc, je pense que la remise en question et se faire confiance, c'est très, très important. Parce que je suis une stressée. Hein. Moi, je suis stressée tout le temps. Donc, me dire, bon, c'est pas pour toi. En plus, ma première année, du coup, en archéologie, je l'ai passée au rattrapage parce que vraiment, c'était pas pour moi. Donc, ouais, je crois juste que j'ai appris à me faire confiance. Et puis, toutes les expériences que j'ai vécues n'empêchent, parce que j'ai quand même fait ma terminale au CNED, etc. Ça m'a juste, comment dire, forgé. Donc maintenant, je pense que j'ai le mental et si, même si je ne sais pas ce que je vais faire pour le master, je vais y aller quand même. Et puis on verra. Donc voilà. Il y a une citation que j'aime bien qui dit qu'il faut sans cesse sauter de falaise et apprendre à déployer ses ailes. Et c'est un peu comme ça que je vis ma vie maintenant. Voilà. Ok. Merci pour ton témoignage, Océane, qui va nous permettre, nous aussi, de rebondir sur tes propos par rapport aux étapes par lesquelles un jeune doit passer pour trouver une orientation qui lui correspond. Puisque, effectivement, trouver sa voie, c'est peut-être un objectif qui est grand et qu'on grandit. Déjà, dans un premier temps, trouver une orientation qui nous correspond, c'est déjà, je pense, une bonne première étape. Toi, Isabelle, les jeunes que tu accompagnes aujourd'hui, comment tu ressens le choix qu'ils ont à faire et cette orientation sur lesquelles ils ont à décider? Alors, la façon dont je perçois ce que vivent les jeunes, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir leur regard plutôt à eux. C'est beaucoup de stress. Voilà, quand un étudiant, un jeune, alors c'est vrai qu'on échangeait avant de démarrer sur cette catégorie les jeunes, qui est quand même très très vague. Mais je crois qu'ils se rejoignent tous sur le stress que cette orientation elle peut générer. Et derrière ce stress, j'ai envie de dire, il n'y a pas du tout de plaisir. On pourrait se dire, tiens, on pourrait prendre du plaisir à réfléchir à notre orientation, à ce qu'on va faire, à ce qu'on a envie de faire, alors que les jeunes, ils ne le vivent pas du tout comme ça, ils le vivent comme une contrainte. Et c'est vrai que la façon dont c'est renvoyé, à mon avis, dans la société aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très contraignant et de très angoissant. Hein, alors, pour ceux qui sont concernés par l'orientation, nous sommes le 26 mai. Voilà, demain, on est le 27 mai. Pour certains, ça ne dit rien, mais pour beaucoup de gens, c'est les résultats de Parcoursup. Et c'est vrai que ces dernières années, ça fait 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, on a découvert Parcoursup avec les contraintes. Alors, il y a plein d'avantages. Hein. Je ne vais pas critiquer du tout Parcoursup, ce n'est pas l'idée de cet échange, mais il y a beaucoup de contraintes et ça génère beaucoup de stress, beaucoup d'échéances. Donc voilà, c'est quelque chose qui est effectivement très prégnant. Après, quand on s'est posé la question, quand j'ai essayé de réfléchir un petit peu à cette question, c'était de se dire est-ce que ça a tant changé sur ces dernières années? Alors, il y a eu Parcoursup, mais moi, dans les étudiants que j'accompagne aujourd'hui, j'entends des réflexions que j'ai pu avoir à mon époque. Je vous dirai pas combien de temps ça fait, mais il y a très longtemps, sur l'orientation. Donc voilà, il y a quelque chose qui existait déjà, qui perdure, ce qui a peut-être été renforcé aussi sur comment les étudiants ils vivent leur orientation. Ils le vivent aussi beaucoup au travers du stress de leurs parents. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très prégnant. Les parents, ils sont très présents dans l'orientation. Alors, je veux dire, pas forcément dans l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des jeunes, mais dans la tête des jeunes, il y a vraiment mes parents et leur stress et comment je vais les rassurer et comment je vais intégrer ce paramètre-là. Donc voilà, ça a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis, alors ça c'est de tout temps, mais l'étudiant, il sort quand même d'un système scolaire qui a été un système scolaire très cadrant, avec des notes, avec des évaluations. Et l'orientation, quelque part, c'est pas ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui est forcément très cadré, très défini, avec un mode opératoire qu'on pourrait suivre et qui donnerait la bonne solution. Donc voilà, moi, la perception que j'ai par rapport à comment les jeunes vivent leur orientation aujourd'hui. Je passe la parole à mes collègues qui... Merci.
Merci. Oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure en feedback, avant. Et puis, en t'écoutant, ça me fait penser aussi à plusieurs choses. Alors moi, je me permets juste de rebondir parce que quand tu nous as envoyé ces documents et proposé le thème, c'était, et c'est toujours comment trouver sa voie quand on a 18 ans 2021. Et par rapport à ce que tu viens de dire, moi déjà, je trouve qu'il y a une chose qui n'a pas changé quand même, c'est cette injonction de trouver sa voie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on trouve une voie a priori idéale, que ce soit pour nous, pour nos parents, quand on a 18 ans. Donc, je trouve déjà, il faudrait reposer cette question-là. Et puis, moi, les jeunes que j'accompagne, que ce soit en individuel ou on en parlait, les étudiants l'Université de Paris, ce qui serait aussi peut-être intéressant, et peut-être que tu pourrais aussi nous apporter des réponses. Je ne sais pas si ça a modifié quelque chose, mais on vit une situation quand même particulière depuis 1 an et demi. Et moi, je sais que j'ai des étudiants qui me disent que là, ils touchent du doigt le fait que rien n'est linéaire, qu'on vit dans un monde incertain. En tout cas, moi, dans ma pratique, on apprend à s'orienter dans un monde incertain, puisqu'on vit dans un monde incertain. Et là, on y est, là, ils le vivent. Donc, peut-être que ça, aujourd'hui, en 2021, ça peut avoir des influences sur la manière de s'orienter, en tout cas de s'approprier et de se questionner sur l'orientation. Après, je pense qu'il y a aussi, il y a effectivement le stress des parents, il y a le stress des élèves, même si pourtant, il y a quand même un protocole, il y a des parcours à venir au collège, au lycée, il y a plein de choses qui sont instaurées, qui sont censées être instaurées, mais il y a aussi quand même le stress de l'équipe pédagogique qui, je trouve, se reflète bien dans ta question, qui fait que les élèves en fin de lycée, leurs élèves doivent trouver la voie idéale. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi je l'ai vécu, j'étais 6 ans en établissement, pourtant c'était un établissement pilote, mais quand même beaucoup d'enseignants travaillaient et accompagnaient leurs élèves d'une manière très particulière parce qu'il fallait que l'élève trouve la bonne voie. Et le stress était aussi généré par les équipes enseignantes, et c'est un environnement quand même assez global. Il faut trouver sa voie, il faut trouver un bon travail, il faut trouver plein de bonnes choses. Et je trouve que c'est pas si facile que ça. Et c'est comment on cherche déjà avant de trouver, quoi. Ouais. Vas-y. Merci. Je vais me mettre debout du coup. Merci vous pour vos témoignages à propos des jeunes qui vous accompagnent. Justement, pour aider ces jeunes à y voir plus clair, en tout cas sur leurs goûts, sur leurs intérêts, sur leurs valeurs, la première étape, comme on le sait, c'est la connaissance de soi. Pour des jeunes qui, je l'ai dit, sont parfois en transition entre adolescence et âge adulte. Donc, la connaissance de soi comme première étape, est-ce que tu peux nous en parler, Lucille, et expliquer un petit peu aux parents ou aux jeunes qui se posent des questions, qu'est-ce que le travail de connaissance de soi, en fait, comme préalable avant de trouver une orientation? Alors oui, la connaissance de soi est vraiment un sujet juste fondamental qu'on ne travaille pas assez, malheureusement, dans tout le système scolaire. Il faut savoir que le système scolaire, en fait, est basé surtout sur 2 intelligences. Aujourd'hui, on connaît, avec les intelligences multiples, qu'on est tous faits de 8, 9, voire aujourd'hui, on dit 10 intelligences. Et le système scolaire en valorise, on va dire, que 2. Le logico-mathématique et le verbal, linguistique. Donc malheureusement, les jeunes dans ce système scolaire ne sont pas habitués aussi à être acteurs de leur parcours, acteurs de leur vie. On leur demande depuis tout jeune d'être assez passifs derrière un bureau, et la connaissance de soi passe par l'action, en fait. Voilà, donc déjà, on récupère des jeunes, en effet, au moment du lycée où ils ont des choix à faire, en panique, parce que d'un coup, d'un seul, on leur demande, en fait, ça y est, il est temps pour toi de choisir ta vie. Ce que tu vas faire de ta vie, est-ce que tu vas devenir
Sauf qu'on ne leur a pas appris, donc ils ne savent pas faire. Et là, on est dans l'urgence du choix. Et en effet, il y a le stress des parents qui se rajoute. Donc, c'est comment leur apprendre à se connaître, comment leur apprendre à se connaître vite. Malheureusement, tu parlais de la notion du temps tout à l'heure, et ça ne se fait pas en si peu de temps. Donc, quand on n'a pas le temps, mais qu'on doit quand même y aller, c'est déjà être un peu humble avec soi-même, on va dire, et accepter que, en effet, l'orientation est un chemin, n'est pas une fin. Voilà. Donc un chemin, c'est fait de troubles, d'erreurs, de réajustements, de rebonds. Le parcours rebond porte bien son nom et permet de se tester en fait pour apprendre à se connaître. Donc se connaître, c'est se poser plein de questions en fait pour soi. Sur soi, c'est vraiment aller chercher, se connecter à son laboratoire intérieur. C'est trouver ses clés de fonctionnement, se questionner sur qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est quoi mes passions, qu'est-ce que je fais quand j'ai un peu de temps, quand je m'ennuie, vers quoi je vais me tourner comme activité. C'est aller aussi à la quête de ses valeurs. Ces valeurs, on en parle trop peu en fait. On est très peu connecté à ces valeurs, notamment quand on est jeune. C'est normal, mais j'accompagne aussi des adultes. Et c'est souvent pour ça qu'on choisit de se reconvertir, c'est pour être plus proche de ses valeurs et retrouver un équilibre grâce à ça, trouver du sens. Donc, c'est chercher en fait aussi quelle est sa place dans la société, qu'est-ce que j'ai envie de donner à la société, comment j'ai envie d'y contribuer, comment moi, dans ce monde, je m'intègre, quelle cause en fait aussi m'interpelle, sur quoi j'ai envie à quelle cause j'ai envie de contribuer quelque part, où est-ce que j'ai envie d'aller. Le métier idéal, selon la psychologie positive, c'est en fait à la croisée de trois choses. C'est faire ce qui donne de la joie et du plaisir. Donc, c'est savoir, donc justement, déjà connaître ce qui nous donne de la joie et du plaisir. Utiliser ses forces et ses atouts. Donc là, ça va être connaître toutes ses compétences et là où on est fort, là où on est unique quelque part, où on est bon, où on nous reconnaît de nos talents. Donc là, on peut questionner aussi son entourage. Donc, quand on sait pas trop qui on est, on peut se dire, maman, papa, voilà, je suis fort en quoi? Ou ça peut être les copains aussi. Pourquoi vous appréciez être en ma compagnie? Qu'est-ce que je fais qui vous donne envie de rester avec moi? Voilà, pour apprendre à connaître ses forces. Et ensuite, le troisième cercle qui permet de trouver son métier idéal, c'est faire ce qui a du sens. Comme je dis, la contribution est un des fondements du bonheur. Voilà, se sentir vivant, en fait, trouver sa place dans la société, c'est se sentir vivant. Et c'est justement une des clés du bonheur. Voilà, donc je pense que c'est tout ce travail de questionnement. La connaissance de soi passe beaucoup par le questionnement quand même. Voilà, introspection, tout à fait. Alors c'est vrai que moi je suis entièrement d'accord avec Lucille et puis il y a cette notion de temps aussi sur la connaissance de soi qui est importante. Comme tu l'as dit, c'est aussi s'autoriser à se poser des questions et ne pas forcément aller que vers l'efficacité. Souvent, on a tendance à dire cette connaissance de soi, on la laisse de côté parce que on veut aller vers la formation, voilà, la fameuse formation dans laquelle on va vouloir postuler et dans laquelle on va vouloir être pris, dans le métier. Quand on est un peu plus avancé, je trouve, dans sa réflexion, alors que c'est important de retravailler son parcours. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Et en arrêtant de se dire que ça n'a pas d'importance, tiens, j'ai fait, je sais pas, du tennis, on s'en fiche, j'ai pas développé de compétences, j'ai été déléguée, mais ça s'est passé comme ça, voilà, ça m'est tombé dessus, j'avais rien demandé.
parce que tout ça, en fait, ça a du sens dans le parcours. Et c'est vrai que même si on sait tous qu'à certains moments, bah voilà, ça s'est passé comme ça sans qu'on l'ait choisi ou sans qu'on se soit battu pour, ça a quand même du sens, moi, je trouve, dans ce qu'on est et ce qui est important pour nous. Et que, en fait, on a, au travers de notre parcours et en réfléchissant, tous les éléments qui nous permettent de nous connaître, de savoir ce qui est important pour nous. Voilà, et c'est vraiment la base sur laquelle on va s'appuyer pour ensuite aller vers de qui je suis, ce que j'aime. On va essayer de le transférer, bien sûr, vers un métier, vers une identité professionnelle, vers un métier. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles, mais par contre, qui demandent du temps pour chacun. Merci Isabelle. Qui demande du temps et puis parfois aussi de l'accompagnement, faut le dire. Et j'irai même plus loin sur la démarche réflexive par rapport à son parcours. C'est important aussi de s'interroger sur les déterminants du parcours. On parle en sociologie de socialisation primaire et secondaire. Mais tout simplement, si on s'adresse à des jeunes, en fait, ce qui vous a marqué positivement ou un peu moins positivement dans votre parcours, il y en a pour qui une orientation, elle se joue sur la lecture d'un bouquin, sur une rencontre avec un enseignant, sur des choses comme ça, sur même des séries. Voilà, sur des choses qui paraissent a priori anodines et qui finalement vont déterminer à un moment donné le parcours. Et le parcours est aussi fait d'opportunités, de rencontres, et c'est aussi ça qui fait la richesse. En tout cas, merci pour vos témoignages sur les étapes de connaissance de soi. Une fois qu'on a fait ce travail de cheminement sur la connaissance de soi, Christine, par quoi on doit passer pour y voir un petit peu plus clair sur qui on est et ce qu'on veut faire? Alors, c'est bon. Il y a plusieurs étapes, mais avant tout, j'aimerais quand même dire que, on se connaît avec l'autre aussi. Et ça, on ne se connaît pas en étant tout seul, en se regardant dans son miroir et en se demandant qui on est. On apprend à se connaître avec l'autre. Et ces étapes, elles ne se font pas en étant seul. On ne passe pas par des étapes. En fait, c'est tout un processus qui fait qu'à un moment donné, on donne du sens à qui nous sommes, à ce qu'on fait et à ce qu'on veut faire, et surtout pourquoi on le fait. Toutes ces étapes, tout à l'heure tu parlais d'activité, d'accord, du CNEXCO. Alors moi je dirais des expériences, c'est vivre des expériences. C'est vraiment la première chose, moi qui me semble primordiale et qui est très importante, c'est vivre des expériences. Et la première expérience qui est indispensable, c'est explorer. Mais c'est ce que tu disais, c'est envisager tous les possibles, c'est oser se dire, je suis dans l'urgence, j'ai mes profs qui me stressent, j'ai mes parents qui me stressent, je suis au mois de janvier, j'ai rien mis dans Parcoursup, j'ai 16 ans, on me dit que je n'irai pas en seconde générale, j'ai 2 mois pour choisir, mais c'est pas grave. Et si je rêvais un petit peu et si j'étais au moins en capacité d'envisager ce qui me fait rêver. Et ça, c'est vraiment primordial. C'est primordial parce qu'il faut oser, il faut envisager tous les possibles et aller à la recherche du maximum d'informations. Et ça, c'est effectivement des rencontres, c'est aller voir l'autre et se connaître avec l'autre. Une fois qu'on est passé par cette première étape, même si elle se fait dans l'urgence, ce qui est indispensable, c'est de se poser, de prendre un petit peu de hauteur et de comprendre et de donner du sens à toute cette exploration. Si je suis allée voir telle ou telle information, si je suis allée questionner telle ou telle personne, si j'ai lu tel ou tel livre, si je suis allée voir quelqu'un parce que j'ai besoin d'aide, si j'ai demandé à mes copains ou mes copines ce que faisaient leurs parents ou si je me suis intéressée, c'est pas pour rien. Donc, c'est essayer de comprendre ce sens-là et de donner du sens à toute cette exploration. C'est en prenant un peu de hauteur et en donnant du sens qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on est allé voir, c'est pas pour rien. On peut pas envisager quelque chose si on sait pas que ça existe. Enfin, ça paraît compliqué quand même. Donc, du coup, tout envisager, prendre de la hauteur et se dire, bon là, qu'est-ce que je suis allé voir? C'est commencer à donner du sens et commencer on appelle ça la cristallisation, mais c'est en tout cas, à un moment donné, se dire, bon, voilà, je suis pas allé voir tout ça pour rien. Donc, ça, c'est une étape importante. La troisième étape, qui est aussi très importante, c'est maintenant qu'on a plein d'informations, qu'on a plein d'éléments
Et puis, il faut savoir aller la chercher, la formation. C'est quand même activer toutes les compétences qui permettent de passer dans ce processus. Hein. C'est pas que faire des choses. C'est se dire, bon, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que je désire le plus? Qu'est-ce qui est possible ou pas? Mais comme vous disiez, des choses qui sont possibles. Est-ce qu'effectivement, je peux passer en deuxième année alors que je change? Est-ce que c'est se poser toutes ces questions, voir ce qui est possible, réalisable ou pas? C'est commencer à hiérarchiser. Et une fois qu'on est passé par ces 3 étapes, on peut rentrer dans ce qu'on appelle la réalisation. C'est rentrer dans un processus qui est vraiment l'élaboration d'un plan d'action. Rentrer en projet et se dire, voilà, j'ai un but, j'ai un objectif. Je ne suis pas que acteur, je suis aussi actrice et je suis aussi auteur. Et je pense que vous l'avez été. Sinon, vous ne seriez pas là où vous êtes. Je suis auteur de mon projet. Donc, par quelles étapes je passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je me donne des buts, des objectifs et puis tout le processus pour atteindre ces objectifs. Et ça implique aussi la connaissance de soi, ça implique la motivation, c'est être capable de passer de l'intention à l'action, c'est être capable de rebondir et c'est être capable de faire 3 pas en arrière pour faire 10 pas en avant. Et c'est un processus qui ne s'arrête pas, c'est une vraie spirale, c'est-à-dire c'est de passer de l'un à l'autre, s'autoriser à dire je ne suis pas allé explorer, donc je passe à autre chose et ainsi de suite. Et c'est un processus qui ne se finit jamais puisqu'on parle de choix d'orientation, mais c'est un choix d'orientation tout au long de la vie, des choix professionnels ou des choix personnels. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci Christine pour ces étapes, en tout cas qui vont suivre la connaissance de soi. Moi, j'irais même plus loin pour les jeunes qui sont par exemple en terminale ou même en études supérieures, qui se disent explorer, oui, mais explorer comment? Puisque explorer tout seul, ça peut paraître un petit peu complexe de se dire on va oser, on va explorer. Par où est-ce qu'on peut partir? À savoir que dans certains lycées ou dans certaines écoles, il est possible d'être accompagné pour réaliser ce qu'on appelle des immersions. Admettons qu'il y ait une formation qui vous intéresse et que vous ayez envie de la découvrir un petit peu plus particulièrement, vous pouvez aller passer peut-être quelques heures, une demi-journée dans cette formation pour voir si véritablement elle vous correspond. Ce que disait Christine également, c'était échanger. Mais échanger avec qui? Vous pouvez effectivement échanger avec des personnes de votre réseau ou des connaissances qui sont dans telle formation ou dans tel métier. Mais si ce ne sont pas des métiers ou des formations qui vous intéressent, il existe aujourd'hui pléthore d'outils numériques comme la plateforme Inspire où vous pouvez aller interroger énormément d'étudiants sur ce qu'ils font, sur s'ils se sentent à l'aise, sur si... Enfin, voilà, vous posez des questions sur les formations à proprement parler. Pareil pour les professionnels, si vous avez des idées de métier ou de secteurs qui vous interrogent, n'hésitez pas à aller interroger ces professionnels-là. Donc la démarche exploratoire, c'est ça, c'est aller à la rencontre et puis c'est aussi expérimenter une formation. Pourquoi pas aussi faire des stages d'une journée, enfin voilà, ce genre de choses qui vous permettent de démarrer une démarche exploratoire. J'ai envie de casser un tabou sur trouver sa voie. On pense derrière à métier, mais j'ai envie de dire que trouver une idée de métier à 18 ans, ça n'existe quasiment pas en fait. Les jeunes qui ont une idée de métier à 18 ans, c'est très rare. Déjà, la première des choses, c'est déjà de trouver une formation qui va vous faire vibrer, qui va vous correspondre et avec laquelle vous serez à l'aise pour vous lever le matin. La question que j'ai envie de vous poser, c'est au-delà de l'intérêt pour les disciplines qui sont étudiées, Isabelle, quelles sont les questions à se poser pour faire le bon choix de formation en dehors du disciplinaire? Alors, je trouve que quand on essaye de réfléchir à quelle formation, il est important de se dire que les formations, elles sont différentes. Alors, des fois, on ne le voit pas et elles sont un peu lissées. Voilà, un BTS communication, c'est un BTS communication. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, les formations, elles sont très différentes, je trouve, du fait de la structure qui les accueille, du fait de l'équipe pédagogique qui va gérer le diplôme. Et tout ça, c'est en lien avec ce qu'on disait aussi sur la connaissance de soi. C'est quand on se connaît un petit peu plus,
on est capable de se dire, bah, moi, j'ai envie d'avoir de l'autonomie dans ma formation, je me sens insuffisamment mature pour peut-être aller à l'université et me mettre un coup de pied aux fesses quand il faudra travailler alors que j'aurai personne derrière moi. Ou au contraire, bah non, moi, je me sens pas à l'aise dans ce fonctionnement-là et j'ai besoin d'avoir une équipe derrière moi avec des échéances et quelque chose qui soit un petit peu plus cadré. Donc, comme ça, au travers de ces critères, on va pouvoir se dire, bah, on va plus s'orienter vers ce type de structure ou vers tel autre type de structure. Donc, pour parler peut-être un petit peu plus clairement, on a des formations qui sont ce qu'on appelle des formations sélectives, mais qui sont aussi plus encadrées comme les BTS, comme les BUT maintenant, et puis des formations plus universitaires où l'encadrement sera un petit peu plus light. Après, on peut se poser d'autres questions sur les formations, se dire, bah, cette formation, est-ce que j'ai envie de la faire en alternance parce que j'ai envie de découvrir l'entreprise, parce que c'est quelque chose qui me fait envie, ou au contraire, je me sens pas prêt à aller vers de l'alternance. Alors, en sachant qu'il y a plein de critères qui peuvent rentrer en jeu, l'alternance, ça peut être aussi le moyen de financer une formation. Hein, tout ça, toutes ces questions-là, tous ces critères, c'est comme la connaissance de soi. Il faut arriver à poser les choses sans jugement. C'est pas c'est bien de faire de l'alternance ou c'est pas bien de faire de l'alternance, c'est bien d'aller à l'université ou au contraire c'est merveilleux d'être en BUT. Voilà, chacun doit trouver quelque part les critères qui sont les siens et qui vont lui permettre de se sentir bien dans l'environnement qu'il choisira. Hein. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Je vais laisser la parole à mes collègues. Je vais juste rebondir une nouvelle fois. Cela sous-entend, par rapport au choix de formation, de connaître a priori ce qui est proposé dans le champ des formations dans l'enseignement supérieur. Donc ça peut passer par des recherches personnelles, effectivement. Mais si c'est trop complexe pour vous, vous pouvez aussi être accompagné par une conseillère d'orientation ou par d'autres types d'accompagnement pour vraiment découvrir le champ des possibles des formations dans l'enseignement supérieur ou même dans les formations professionnelles. Se dire, effectivement, comme le disait Isabelle, en fait, c'est quoi la différence entre une licence, un BUT, un BTS, une classe prépa, un BPGEPS, etc., etc. Et en fonction de tout ça, quel est le cadre qui est proposé et par rapport au fait que je me connaisse un petit peu mieux, qu'est-ce qui va davantage me correspondre. Donc voilà, on avait envie de mettre le doigt là-dessus, sur le fait qu'avoir une idée de métier, bon, c'est le Graal, et pourquoi pas, mais déjà trouver une formation qui va vous correspondre par rapport au disciplinaire et ce qui est enseigné, mais aussi par rapport à l'environnement et au cadre. J'avais envie de vous poser une question, donc plutôt à Lucille, et ensuite Christine, si tu veux rebondir également, sur le fait que on vit dans une société, on le sait, qui évolue assez rapidement, avec cette injonction du choix d'orientation après le lycée. Pour un jeune, comment il peut s'outiller et se repérer face à tous ces changements et face à cette injonction du choix immédiat et qu'on considère comme décisif et angoissant? Alors oui, en effet, la société évolue, le travail aussi, et les jeunes d'aujourd'hui vont connaître au moins 5 à 7 métiers, alors que nos parents en connaissaient un seul. Donc c'est plus la même chose. Mais c'est plutôt chouette, je pense, de se dire que finalement, en effet, on n'est pas... On va, pour les jeunes, s'orienter, c'est s'orienter pour tout de suite, mais savoir que son chemin n'est pas fini. Voilà, c'est aussi peut-être rassurant de se dire que son métier, son premier métier sera pas son métier de dans 10 ans et de dans 20 ans. Voilà, donc il y a un côté peut-être stressant, mais aussi, je pense, rassurant pour les jeunes de se dire, en fait, je peux faire plein de choses dans ma vie, et c'est à moi de voir quel chemin, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner et quelle vie j'ai envie de tracer. Se poser la question de à 80 ans, j'aime bien demander ça aux jeunes ou aux personnes en reconversion, c'est à 80 ans, comment j'ai envie de raconter mon histoire à mes petits-enfants, même si c'est une projection un peu compliquée pour les jeunes, mais ça peut être, voilà, quand j'aurai 80 ans, quelle histoire je vais raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Donc, en effet, ce qui compte en fait dans un monde en mouvement, c'est sa capacité à apprendre à choisir, voilà, apprendre à décider. Ce qu'on apprend peu à l'école, mais du coup, ce qui est essentiel dans son processus d'orientation, c'est toutes ces étapes qu'on leur propose de se connaître, d'apprendre à chercher l'information, à évoluer, à se former aussi en permanence, à comprendre que le monde est évolution,
et que le monde ne s'arrête pas à entre 18 et 20 ans, on va dire, le temps de se former, et après, c'est fini, quelque part, on est dans son métier et point. Non. Voilà, c'est prendre conscience vraiment qu'un choix, c'est pour un moment donné, et en fait, on choisit. Voilà, toute la vie est choix. Et cette capacité, voilà, à choisir est vraiment essentielle. Donc, le plus, en fait, il va passer du temps, je pense, le jeune à se questionner, à prendre le temps de vivre toutes ces étapes pleinement, de connaissance de soi, d'exploration, de se poser des questions reposer les questions sur ses rêves, voilà, se connecter à ses rêves, et à se définir peut-être un chemin. Mais voilà, donc c'est cette capacité après à rebondir, à toujours se former, à s'adapter, qui fera de lui une personne qui sera habile, agile, et qui pourra voilà, se faufiler, on va dire, dans le monde de demain, et puis se réadapter toujours, en fait. Merci. Je voulais juste peut-être ajouter que dans ce fameux processus, c'est quand même, on apprend à s'orienter, hein. C'est activer toutes les compétences à s'orienter tout au long de la vie. Et on parlait d'expérience. Tout est une expérience. Toutes les activités qui vont nous permettre de faire des choix, de prendre des décisions sont des expériences. Mais ces compétences, on les active et elles sont ancrées quand on est capable de traiter et d'intégrer une expérience. Et justement, c'est être en capacité de comprendre, de prendre un temps quand même assez important. Après, on est tous différents, mais pour traiter, de se demander qu'est-ce qui s'est passé là quand j'ai exploré, quand j'ai dû faire ce choix, quand je suis allée chercher cette information, quand j'ai essayé une première année et puis que ça ne s'est pas passé, qu'est-ce qui s'est passé, et puis du coup, comprendre pourquoi on a réagi comme ça et pourquoi on est allé voir ailleurs, pourquoi on a continué. Et c'est toutes ces compétences-là qui permettent de s'orienter tout au long de la vie. Et une fois qu'elles sont activées et quand on comprend le processus interne qui s'est activé, qui s'est déroulé en soi, on est capable tout au long de la vie de reproduire ça. Et pour être en capacité aussi de dire peut-être que je veux un métier uniquement pour gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de jeunes qui disent qu'ils veulent gagner de l'argent, mais avoir le métier idéal, ce n'est pas une fin en soi. Ils veulent faire plein d'autres choses à côté. Moi, j'ai plein de jeunes, je suis entre 18 et 20 ans, qui me disent moi, je veux juste gagner un maximum d'argent, ou alors je veux juste avoir de quoi payer mon loyer, mais je veux prendre du plaisir à côté. Donc, et les compétences qu'ils activent en étant capables de faire ces choix et en comprenant pourquoi ils font ces choix, c'est toutes les compétences qu'on active et qu'on acte tout au long de la vie. Merci à toutes les deux. Qui effectivement vont pouvoir servir aux jeunes et aux moins jeunes tout au long de leur vie pour apprendre à rebondir et justement à se repérer dans cette société qui évolue beaucoup. La dernière question que j'avais envie de vous poser, c'était plutôt un conseil sur l'angoisse que peuvent vivre beaucoup de jeunes, mais finalement on l'a un petit peu abordé sur le fait que cette angoisse, on peut la réduire en se disant, en dédramatisant et en se disant qu'en fait le choix il n'est pas déterminant pour toute la vie et qu'effectivement on va être amené à changer de métier, à évoluer et à pouvoir se reformer, puisque sur la définition du Conseil de l'Union européenne, comme on l'a vu, c'est un processus qui peut permettre à tout âge et à tout moment de la vie de refaire de nouveaux choix, donc de se réorienter. Mais j'avais envie de vous laisser la parole de manière libre, et je vais commencer par toi, Océane, sur des conseils que tu pourrais donner de pair à pair, donc de jeune à jeune, sur l'angoisse et sur l'orientation en règle générale. Je suis pas une professionnelle, donc je vais juste. Non, mais vous avez vécu ça. Oui. Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Moi, je crois que même quand on a l'impression de se tromper, on ne se trompe pas vraiment et que tout est fait pour quelque chose. Et que quand on va dans une formation qu'on pense ne pas être la bonne, on aura quand même appris quelque chose. Et je crois que le plus important, c'est de croire en soi-même, surtout, parce que des fois, on n'est pas épaulé autour et qu'on a besoin d'être notre premier pilier. Et je crois que même quand on pense qu'on n'est pas courageux, il faut dire qu'on l'est quand même.
et toujours aller de l'avant et que tout est bon à prendre. Et que plus vous ferez ce travail-là de recherche sur vous-même, plus vous serez épanoui dans ce que vous ferez plus tard. Et que même si finalement vous trouvez votre voie maintenant et que dans 10 ans vous voulez changer, ben, c'est pas grave du moment qu'on est heureux en fait. Juste, faut suivre son cœur, je crois. Est-ce que tu peux juste nous parler de la capacité à solliciter aussi d'autres personnes dans l'orientation? La capacité. C'est ce que tu as fait. De Oui. dire, là tu viens de parler du processus individuel, mais de dire, on est apprendre à solliciter. Oui, mais c'était très difficile pour moi de faire ça. Je suis quelqu'un qui marche je suis très solitaire. C'est vrai que demander de l'aide, ça a été compliqué pour moi. J'ai eu du mal au début. Et pourtant, c'est important parce que des fois, on n'a pas le recul nécessaire, surtout moi, j'avais 18 ans et j'avais pas le recul nécessaire sur ce que j'étais. Et par exemple, quand j'ai demandé, alors la personne à l'époque qui travaillait avec moi, c'était Sanela. Et il y avait certaines parties de ma personnalité que je ne comprenais pas. Et juste le fait de discuter, de demander, etc. À 18 ans, j'ai fini par comprendre que j'étais précoce. Donc à 18 ans déjà, ça fait un petit choc. Je me suis dit, bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu maintenant. Et puis ça, je l'aurais jamais su si j'en avais pas parlé autour de moi, si j'avais pas demandé l'avis de professionnels, etc. Et vous aviez dit tout à l'heure de questionner aussi les personnes qui sont autour de nous, nos amis, etc. Comment je suis, pourquoi tu m'aimes bien en fait. Et je l'ai fait. C'est vrai que je me souviens l'avoir fait et les réponses, elles sont vraiment très diverses et c'est super enrichissant et il y a des parties de moi que je ne soupçonnais pas. Donc ouais, c'est super important parce que on peut pas se connaître juste nous-mêmes parce qu'on a juste la vision interne et le regard des autres parfois peut être intéressant. Donc c'est à prendre en compte. Merci. Je sais pas qui je... C'est vrai que cette difficulté en fait à travailler sur soi et à travailler sur ce matériau qui est soi, il est vraiment présent, mais à tous les âges de la vie. Enfin voilà, on a beau avoir toute la méthodologie, tous les outils, on a beaucoup d'outils sur lesquels on peut s'appuyer. C'est vrai que le regard du tiers, il est très important. Et cette capacité à solliciter, à aller demander de l'aide aussi, voilà, j'y arrive pas, je sais pas quel est ton avis, c'est quelque chose qui est riche et qui fait grandir aussi. Donc voilà, ne pas hésiter à poser des questions, c'est bien, bravo. Alors, moi, je ne serai pas très originale, donc je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, forcément. Je rajouterais juste peut-être oser, quand on a 18 ans, oser en parler à ses parents. C'est important, oser dire que non, ça, on ne sait pas si c'est fait pour nous, on pense que c'est pas, on ne sait pas pourquoi, enfin, on n'a pas envie ou autre. C'est vraiment oser dire que là, on est en plein questionnement et qu'on ne veut pas faire ça et qu'on n'a pas envie ou qu'on a envie de faire quelque chose qui, a priori, c'est vraiment rentrer c'est demander de l'aide des autres, mais c'est rentrer dans le dialogue à 18 ans avec ses parents et c'est pas simple. Et je sais de quoi je parle. Donc, je pense qu'il faut oser. Il faut oser imaginer plein de choses, mais il faut oser aller vers l'autre, oser à la rencontre de ses proches pour dire que là, il y a vraiment des questionnements et que c'est pas simple. Vraiment pas. Et aussi pour les parents qui nous regardent, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui interpelle forcément le parent, c'est comment accompagner son jeune aussi dans tout ce processus. C'est vraiment faire... et souvent, la communication à cet âge-là est difficile avec son ado. C'est un âge où ça peut être conflictuel, c'est un âge assez normal où la communication est pas évidente. Donc c'est peut-être se dire que finalement c'est peut-être son ado qui va vous parler d'orientation et qui va vous même apprendre l'orientation, ce que c'est l'orientation d'aujourd'hui, et penser vraiment ce sujet comme un sujet d'élévation au sein de la famille et puis pas comme un sujet de conflit et d'injonction. Vraiment, c'est un message que je voulais passer qui m'importe aux parents. Et pour les jeunes, j'avais trouvé une petite phrase de Steve Jobs qui me parle bien.
C'est si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Voilà, c'est l'importance vraiment de se connecter à ses rêves, à ses envies et d'oser, en effet, y aller, oser les réaliser pour soi et puis pas réaliser les rêves des autres. Et en effet, ce processus de rien n'est définitif, j'aime bien, j'avais oublié, j'avais prévu d'emmener un petit mètre. J'aime bien montrer aux jeunes en première séance et aux parents, en fait, un mètre Ikea de 100 cm. 100 cm, on peut dire qu'en fait, 100 ans, on vit aujourd'hui presque 100 ans en moyenne. Les jeunes d'aujourd'hui vont certainement vivre jusqu'à 100 ans. Et c'est pour montrer, en fait, à quel point ils ont du temps devant eux pour vivre leur vie, leur orientation, leur réorientation, et pour vraiment déculpabiliser et déstresser face à ce temps, en fait, et cette pression qu'on se met, et bien prendre conscience de ce chemin, en fait, qui est l'orientation de toute une vie. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toutes les quatre. Donc, on espère avoir répondu en tout cas à vos questions en matière de connaissance de soi, en matière de processus, pour justement y voir un petit peu plus clair dans son orientation. Donc, c'est le moment de manger. J'imagine que vous avez faim, mais on va passer au temps de questions. Donc, si vous avez des questions à nous poser, c'est avec plaisir qu'on les entendra et qu'on essaiera d'y répondre. Donc, Jean-Romain, je te laisse juste enlever le micro pour qu'on puisse écouter les questions. Pour le moment, il n'y a rien d'écrit. Pour le moment, ils n'ont pas écrit de questions. Tous les trois couper leur micro, donc je ne suis pas sûr qu'ils veulent s'exprimer à l'oral. Bonjour. Ouais, c'est qu'on a plutôt été clair. Bonjour, j'aurais une petite question. Enfin, en tout cas, moi personnellement, si vous avez des questions, voilà, si vous souhaitez être accompagné ou si voilà, vous avez envie qu'on vous mette en contact avec les professionnels de l'accompagnement sur l'orientation, moi j'ai été ravi d'échanger avec vous et de partager ce moment et j'espère que ça vous aura été utile. Ouais, il y a une question. Alors, est-ce que vous voulez la poser à l'oral ou dans le chat ? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Non, on m'entend pas? Oui, c'est bon, on vous entend. Ok, très bien. Bonjour à tous. Merci à tous pour vos interventions très, très inspirantes et très instructives. J'avais une question. Comment accompagner les jeunes à relativiser un peu voilà, leurs rêves, leurs projets professionnels, un peu comme imaginer enfin, en eux-mêmes face à une réalité du marché qui est pas toujours facile à envisager. Comment mettre en parallèle en fait des rêves de jeunes qui s'imaginent voilà, que tout est possible avec un marché de l'emploi qui peut parfois être dur avec ces rêves-là. Pardon, bonsoir. Alors, avant de passer la parole à Isabelle, c'est intéressant comme question parce que ça fait aborder quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est la complexité des choses. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé qu'il fallait oser rêver, mais c'est pas si simple que ça, forcément. Il y a la complexité du marché, il y a, comme disait Isabelle en début, ils sont tous différents. Je veux dire, les environnements, les situations, les histoires sont toutes différentes. Je pense que pour aborder ça, il faut surtout pas les opposer. C'est que de toute façon, on vit dans un monde qui est complexe et que vouloir vivre et se connaître et vivre ses rêves et en même temps la complexité du marché ou la nécessité de besoins font que des fois, on est obligé peut-être de les mettre de côté, peut-être d'envisager les choses différemment, mais surtout pas de les opposer. Et moi, je pense que, je pense pas, je sais que je suis persuadée qu'une des manières
pour pouvoir passer ce cap-là, c'est de ne pas opposer les choses et c'est d'accepter cette complexité et justement d'être en capacité d'activer toute la créativité qu'il peut y avoir en vous en tant que parent ou dans vos enfants pour pouvoir faire en sorte de répondre en imaginant plein d'hypothèses différentes avec cette notion de rêve et cette notion d'obligation et d'injonction qu'il peut y avoir à côté. Alors, c'est vrai que dans les étapes qu'on encourage les jeunes à suivre, on a beaucoup parlé de connaissance de soi, mais voilà, il y a aussi d'autres choses qui sont effectivement très concrètes, c'est-à-dire que on va pas se positionner, on va jamais se positionner en disant c'est possible ou c'est pas possible. Voilà, on va laisser justement la personne se découvrir, imaginer des choses, alors rêver ou pas, hein, tout le monde n'a pas forcément envie de partir sur ses rêves. Et puis après, on va l'encourager à aller explorer. Donc, on a cité un petit peu des choses qu'on conseillait dans l'exploration, c'est-à-dire qu'on va conseiller aux jeunes d'aller rencontrer des professionnels, d'aller discuter avec les professionnels. Et puis, en allant un petit peu plus loin, on va aussi les encourager, même si c'est loin, parce que dans l'entre-deux, il y a quand même la partie formation, hein, donc c'est difficile de se projeter pour eux au-delà de la formation. Mais effectivement, on va les encourager aussi à se projeter sur les offres d'emploi. Voilà, à dire, aujourd'hui, alors, il va y avoir des réactions, mais je pense qu'on est tous d'accord. Aujourd'hui, moi, la plupart des jeunes que je rencontre, ils veulent travailler dans la communication. Ils veulent faire de l'événementiel, travailler dans le marketing. Voilà. Et donc, c'est vrai que déjà de réaliser le nombre de personnes qui veulent faire ça, comparé au nombre d'offres d'emploi, on n'a besoin de rien dire, en fait. Les jeunes, ils savent, voilà, ils sont très lucides sur tout ça. Ils ont aussi grandi avec tout ce marché et cette pression sur le marché de l'emploi. Donc, après, ça fait partie des critères. Est-ce que j'ai envie de rentrer sur un marché ultra concurrentiel? Est-ce que je vais être prêt à faire autre chose ou à m'adapter ou pas? Donc, j'ai envie de dire, nous, on les accompagne en leur disant étudiez, explorez les choses et après, faites votre choix quelque part en conscience avec les difficultés que vous allez rencontrer si vous choisissez cette voie ou cette voie. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Oui, merci pour votre retour. Que, en tout cas, nous, sur l'accompagnement à l'orientation, on évite effectivement les processus d'autocensure. Donc, après, ils feront leur choix en connaissance de cause. Mais je vais juste vous raconter une anecdote. Donc, j'accompagnais des étudiants donc, qui étaient en master en psychologie et pour qui ce choix était vraiment voilà, quelque chose de réfléchi, etc. Et c'était leur rêve quelque part. Et qui me disait, en fait, moi, à la fin de mon master, je vais sortir, je vais trouver du boulot directement et puis je vais toucher 2 000 € par mois. Et là, on se heurte, en fait, à la question que vous avez posée entre le rêve et la réalité du marché du travail. Et moi, je me confrontais à des étudiants qui, en fait, avaient fait des études pendant 5 ans, mais qui s'étaient investis dans leurs études et uniquement dans leurs études. Et on constate aujourd'hui que les recruteurs, par rapport à cette évolution du marché du travail, à cette évolution des métiers, vont davantage s'intéresser aujourd'hui au savoir-être et aux soft skills qu'à des compétences techniques, même si les compétences techniques, on ne les enlève pas. Et donc, en fait, je rebondis sur ce que disait Isabelle tout à l'heure par rapport aux activités. Moi, ce que je disais à ces étudiants-là, c'est en fait, ne négligez pas tout ce qu'il y a autour et ce qui va vous permettre en fait, de développer des compétences, de développer des expériences qui vont vous être tout aussi utiles en fait, pour vous insérer sur le marché du travail. Puisqu'à diplôme égal, on le sait, ce qui va faire la différence, ce sont les expériences professionnelles et extra-professionnelles. Et donc, c'est ce qu'on dit aux jeunes, c'est ne négligez pas toutes les expériences que vous allez pouvoir valoriser à côté, délégué de classe, entraîneur d'une équipe, engagé associativement, service civique, etc. Et donc, même si certains secteurs et certains métiers sont en tension, à diplôme égal, c'est aussi ce qui va faire la différence et c'est tout l'investissement que va mettre le jeune en dehors de ses études, même si parfois il y a des principes de réalité, les jobs étudiants, etc., et que c'est parfois complexe, mais voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aura une deuxième question ? Je me permets parce qu'il n'y a pas d'autres questions. J'en aurai une deuxième.
Allez-y, on vous en prie, hein. Oui, alors on a parlé tout à l'heure de ces jeunes voilà, qui sont baignés un peu dans les réseaux sociaux, dans les influenceurs, dans la télé-réalité, et pour lesquels en fait bah, l'objectif professionnel et le projet d'avenir, c'est gagner beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on peut les accompagner et comment est-ce qu'on peut réagir à ce genre de positionnement? Je vais juste donner mon point de vue, puis je laisserai. Lucille, tu veux répondre? Ou sinon, c'était Christine? Isabelle? Votre question, elle est d'autant plus intéressante qu'effectivement, il y a eu un reportage sur l'influence de la télé-réalité sur les jeunes, pas plus tard que la semaine dernière, et sur cette facilité pour un très faible pourcentage d'entre eux à gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, avec bon, justement des représentations et des stéréotypes qui se créent sur la facilité à être influenceur, voilà, à évoluer dans ces métiers-là. Comment les accompagner là-dessus et comment casser les représentations? C'est une excellente question. Je sais pas si... Isabelle. Moi, ça me parle parce que c'est vrai que voilà, ça me fait penser à des jeunes à qui on demande qu'est-ce qui te plaît, sur quels critères, alors pas sur quels critères, mais de quoi tu as envie au travers de ton travail et qui spontanément vont dire gagner beaucoup d'argent. Et c'est vrai que c'est surprenant. Enfin voilà, moi j'avoue que pour moi c'est surprenant d'entendre ça. On va fonctionner de la même façon, hein. On va leur dire, voilà, allez rencontrer des gens, allez rencontrer des influenceurs, renseignez-vous sur comment ça se passe, qui gagne de l'argent, qui n'en gagne pas. Est-ce que vous êtes prêts à faire face et à vous engager dans cette vie-là pour gagner beaucoup d'argent, oui ou non? Et puis, quel est le pourcentage de réussite? Quel est le pourcentage de réussite? Mais voilà, de laisser faire le choix. Alors moi, il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est de dire il faut tenter. Voilà. Je pense que pour un jeune, ça sert à rien de lui dire non, ça marchera pas, tu y arriveras pas, ou ainsi de suite, parce que quelque part, on le retrouvera dans 20 ans avec toujours ce rêve. Moi, je le matérialise souvent comme ça, qui traîne encore derrière. Voilà, mon rêve depuis toujours, c'était de faire ça. Donc, j'ai envie de dire, peut-être le tenter maintenant, voilà, voir ce que ça donne, si le projet est construit et réfléchi. Et puis, tout à l'heure, je pensais par rapport à ce qu'ont dit Lucille et Christine, à l'échelle d'une vie, voilà, avec l'âge qu'on a aujourd'hui, à l'échelle d'une vie, perdre, même si je ne pense pas que ça soit perdre, mais perdre un an, voilà, à tenter de développer quelque chose sur les réseaux sociaux ou peu importe, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. Alors que effectivement, se faire casser les pattes en se disant tu n'y arriveras pas, c'est pas une bonne idée, fais plutôt ça, tu verras, tu auras un bon métier. On se rend compte avec les années que c'est pas forcément quelque chose qui marche. Donc voilà, c'est toujours un peu la même réponse. Alors c'est vrai que on n'est pas déconnecté de la réalité, hein. Voilà, on n'est pas du tout déconnecté de la réalité à dire aux jeunes vis ton rêve et tu mangeras du pain sec et de l'eau, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'on sait que à donner des solutions à leur place, c'est pas des choses qui marchent. Je donne juste la parole ensuite. Effectivement, on en revient à la même chose, c'est-à-dire qu'on a nous tous beaucoup de représentations et c'est comment passer de ces représentations à de l'information. Je vais vous donner une deuxième anecdote. Au sein de l'école Parenthèse Utile, on avait un jeune qui avait envie d'être entrepreneur à succès et gagner de l'argent, justement. Et donc, en fait, pour faire en sorte de le confronter à de l'information et à la réalité que peuvent vivre beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'on a fait venir justement des entrepreneurs pour que en fait, ces étudiants puissent rencontrer des entrepreneurs. Et c'est en échangeant justement et en ayant ces témoignages-là que cet étudiant s'est rendu compte qu'en fait, les entrepreneurs à succès, Steve Jobs, et on les connaît tous, ceux de la Silicon Valley, représentaient, comme ceux de la latéralité bizarrement, un pourcentage extrêmement faible de l'ensemble de ces entrepreneurs et que finalement, une vie d'entrepreneur, c'était parsemé de choses un petit peu plus complexes au niveau de la réalité. Donc voilà, s'il y a une possibilité, c'est encore une fois de faire rencontrer les étudiants ou les jeunes avec ce type de personnes.
Oui, on est tous confrontés à ces jeunes qui ont ce type de rêve dans nos accompagnements. En effet, il faut sûrement pas les brider, mais leur faire prendre conscience de ce que c'est la réalité de ce métier. Donc moi, j'aime bien travailler l'image avec l'image de l'iceberg. Il y a ce qu'on voit en fait, voilà, ce qu'on voit de ces personnes à succès et ce qui montre à l'écran, et il y a aussi derrière ce qu'on voit pas. Donc c'est tout le travail en fait que ça leur demande finalement, parce que ça vient pas de nulle part aussi tout cet investissement. Donc c'est faire travailler en fait le jeune sur qu'est-ce que c'est derrière en fait la face cachée de toutes ces vidéos, tout ce travail, tout cette vie finalement exposée aussi. Voilà, donc aller chercher dans le détail en fait de ce que c'est une journée, une semaine, un mois, une année de youtubeur, et est-ce que voilà, comment il a du temps pour lui, comment il a du temps pour autre chose, est-ce que sa vie est pas totalement exposée aussi, voilà. Donc c'est mettre face aux réalités, le jeune, de ce que c'est vraiment en fait ce métier, on va dire, parce que c'est un métier aujourd'hui. On peut pas faire. Il y a des fiches métiers, c'est sorti. Voilà. Donc voilà, moi j'aime bien travailler ça, et puis soit en effet ça leur donne envie, soit en général ça leur fait prendre conscience que c'est pas si tout beau tout rose. Voilà, donc si vous avez une troisième question, on est à disposition pour y répondre, et on espère vous avoir apporté des éléments. Donc s'il y a une troisième question, on vous laisse la poser. Merci beaucoup, j'ai fait le tour, merci. Pas de troisième question. Eh ben, on va vous laisser aller dîner. On vous remercie d'avoir passé cette heure et quart avec nous. Je vais remercier les intervenants d'avoir participé à cette table ronde, et on espère que ça vous aura permis d'avoir des éléments de réponse aux questions que vous vous posez en matière d'orientation. On se retrouve, pour ceux que ça intéresse, mercredi prochain, aux mêmes horaires, même lieu, sur une conférence, enfin une table ronde plutôt, qui s'intitule « Mon fils ou ma fille, ou un jeune que je connais, ne sait pas quoi faire plus tard. Est-ce que ce ne serait pas l'opportunité d'une année de césure ?» Donc on va faire le tour de ce que c'est qu'une césure, le dispositif législatif césure, les possibilités de césure qui existent, puisqu'il y en a plusieurs, et qu'est-ce que peut apporter une césure à un jeune qui est un petit peu perdu et qui ne sait pas quoi faire, soit après le bac ou soit pendant ses études. Donc voilà, on vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée.